Hello, 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 hello. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui m'a été proposé par un follower sur TikTok qui m'a proposé de revoir la transaction qu'il avait envoyée Eric Carlson à San Jose il y a de cela maintenant 2 ans. Alors là, on a fêté les 2 ans de cette transaction monstre-là. C'était à une époque où, franchement, avec les sénateurs, il y avait beaucoup de complications. Les sénateurs d'Ottawa avaient eu beaucoup d'histoires concernant le fait qu'il y avait des tensions au vestiaire, des tensions avec Eugene Melnyk, le propriétaire. Alors là, bon, qu'est-ce qui est vrai à 100% là-dedans ou pas? Bon, je sais pas, mais entre autres, il y avait la mention comme quoi la femme d'Eric Carlson avait un froid avec la femme de Mike Hoffman. On avait la mention comme quoi Eugene Melnyk voulait pas payer ses joueurs. C'est la raison pour laquelle Mark Stone était parti. Possiblement aussi renégocier le contrat de Carlson. Il voulait pas le payer, donc il était parti. En entrevue, lors de sa conférence de presse en arrivant à San Jose, Eric Carlson avait été très évasif concernant sa relation. Il disait comme quoi il n'y avait pas une mauvaise relation avec Eugene Melnyk, mais il avait été vraiment très évasif concernant ça. Fait on peut croire qu'il y a eu comme une friction entre le propriétaire et Eric Carlson, peut-être aussi des histoires de vestiaire, etc. Bref, Eric Carlson, qui était le joueur vedette des sénateurs d'Ottawa, a été transigé aux Sharks de San Jose et en échange, les sénateurs avaient reçu un paquet d'affaires conditionnelles. Là, ce que je peux vous dire, c'est que les conditionnels, on les connaît. On les connaît, mais en échange de quoi, ils sont pas nécessairement déjà repêchés. Fait que bref, la transaction initiale qui envoyait Eric Carlson aux Sharks de San Jose envoyait Eric Carlson et Francis Perron aux Sharks de San Jose. En échange, les sénateurs d'Ottawa obtenaient Dylan DeMilo, Chris Turney, Radolph Balker, Joshua Norris, un choix de première ronde en 2020, ça c'est en lien avec une conditionnelle. C'est le troisième au total, donc ça va être, là on va le connaître, le repêchage qui s'en vient, le troisième choix au total appartient aux sénateurs d'Ottawa. Ça devrait être un bon joueur. Là. Je ne veux pas me lancer à savoir d'après moi qui les sénateurs vont repêcher, je ne sais pas, mais ça devrait être un bon joueur, probablement un attaquant. Fait à ce niveau-là, on ne sait pas c'est qui exactement encore, et un choix de deuxième ronde en 2021. Que ça non plus, on ne sait pas concrètement c'est qui encore, fait qu'on va le savoir éventuellement. Il obtenait également un choix de deuxième ronde en 2019 qui va s'avérer être un certain Jamison Reese. Jamison Reese va être échangé aux Hurricanes de la Caroline en échange d'un choix de deuxième ronde en 2019. Fait que bref, ils ont juste échangé leur position finalement. Puis avec ce choix-là de deuxième ronde, les sénateurs d'Ottawa vont repêcher le gardien de but Mad Sogar. Alors c'est ça qu'on implique en termes de joueurs. Dans toute cette transaction-là. Dans toute cette transaction-là, les sénateurs d'Ottawa sauvaient un total de 2 662 500 $ et les Sharks, eux autres, avaient un 2 662 500 $ de plus sur leur masse salariale. Eric Carlson était donc à négocier, ils ont réussi à le signer. Ils l'ont signé pour un total de 11 500 000 et ça jusqu'en 2027, ce qui fait de lui le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. C'est le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale qui, pour son organisation, joue sur une deuxième paire en dessous de Brett Burns. Fait que, et de l'autre côté, les sénateurs d'Ottawa dans cette transaction-là avaient besoin d'un défenseur droit qui allait jouer LNH tout de suite parce que ça faisait quand même un trou, là, Eric Carlson, en termes de régulier LNH. Fait qu'ils ont obtenu Dylan DeMilo qui, lui, est âgé de 27 ans, qui aujourd'hui ne joue plus avec les sénateurs d'Ottawa. Il est rendu avec les Jets de Winnipeg. Ils ont réussi à obtenir aussi un joueur de centre, Chris Turney, parce que bon, il y avait eu des vides là, qui avaient été causés par les différentes transactions que les sénateurs avaient faites. Les sénateurs, dans une période de temps quand même relativement, là, en quelques années, ont perdu Cal Turris, qui est un joueur de centre. Ils ont perdu Matt Duchene, qui est un joueur de centre. Ils avaient perdu les attaquants Mike Hoffman, Mark Stone, tout dans des transactions. Mais le point étant, c'est qu'il y avait plusieurs joueurs réguliers de cette organisation-là dans les 2 dernières années qui étaient partis. Fait qu'il y avait besoin de boucher certains trous et c'est ce qu'ils ont fait. Et entre autres, Dylan DeMilo a surtout servi à ça, puisqu'aujourd'hui, il n'est même plus avec les sénateurs d'Ottawa. Mais les sénateurs d'Ottawa ont quand même une banque de jeunes vraiment intéressante. Je pense pas que ce soit nécessairement une très grosse perte. Puis tu as peut-être des joueurs qui sont plus intéressants dans cette transaction-là, qui n'étaient pas Dylan DeMilo. DeMilo, c'était vraiment pour boucher le trou à la défense droite. Tout simplement. Alors, du côté des Sharks de San Jose, on va régler ça le plus rapidement possible, puisque c'est la transaction qui implique, le côté de la transaction qui implique le moins de joueurs, puis peut-être le moins
de choses à discuter. Erik Karlsson est un défenseur, certes, étoile sur un point de vue offensif, mais un défenseur qui a peut-être quelques lacunes au niveau défensif. Il joue sur la deuxième paire des Sharks de San Jose. Il a 30 ans. Il a signé un contrat avec les Sharks de San Jose de 11 500 000 et ça jusqu'en 2027. Actuellement, c'est Brad Burns qui est le premier défenseur droit. Le premier défenseur point de l'organisation. Mais Brad Burns a quand même 34 ans ou 35 ans, je pense. Tandis que Karlsson est un petit peu plus jeune. Donc, c'est lui qui va prendre la relève de Brad Burns quand Brad Burns va partir, que ce soit transaction, que ce soit retraite, whatever, c'est lui qui va prendre la relève en termes de premier défenseur, fort probablement, on va dire ça comme ça. En 2018-2019, Erik Karlsson aura joué 53 matchs avec les Sharks de San Jose, 3 buts, 42 passes et 45 points. Il a manqué un total de 29 matchs à cause de blessures en 2018-2019. En 2019-2020, il a joué un total de 56 matchs avec les Sharks, 6 buts, 34 passes et 40 points. Il a manqué un total de 14 matchs avec l'organisation en raison de blessures. Donc, depuis qu'il est avec les Sharks de San Jose, Erik Karlsson est plutôt fragile. Il a manqué un total de 43 matchs dans ces 2 saisons. Il joue généralement quand même beaucoup de minutes, même si c'est une deuxième paire. Il est quand même beaucoup de minutes d'utilisation, mais c'est un joueur qui est malheureusement fragile au niveau de la santé. Il a terminé deuxième en termes de points, deuxième défenseur de l'organisation derrière Brad Burns les 2 années qu'il a joué avec les Sharks de San Jose. Brad Burns a un petit peu plus de temps de glace par contre, ça il faut le mentionner. Puis par la suite, Francis Perron, lui qui aura été échangé aux Canucks de Vancouver, donc il n'est pas resté longtemps avec San Jose. Je pense qu'il n'a même pas joué dans la Ligue nationale finalement. Il me semble qu'il a joué avec les Barracuda, puis après ça, il est parti avec les Comets. Bref, c'est un gars qui n'aura pas joué Ligue nationale. Je ne sais pas vraiment pourquoi il est impliqué là-dedans, mais en tout cas, peu importe. Donc, ça, c'est la transaction qui touche les Sharks de San Jose. Ils ont eu un défenseur étoile qui font jouer sur leur deuxième paire. C'est le défenseur le plus payé de la Ligue nationale. Âgé de 30 ans, sa carrière est loin d'être finie, mais c'est un gars qui est fragile. Il a manqué un total de 43 matchs en 2 saisons avec les Sharks de San Jose. C'est le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. Du côté des Sénateurs d'Ottawa, là, on a reçu un paquet de joueurs. On a reçu le défenseur Dylan DeMilo. C'est un défenseur droit, âgé de 27 ans, en 2018-2019. 49 matchs, aucun but, 10 passes, 10 points. C'est un défenseur qui est un défenseur quand même mobile, surtout défensif. Mais voyez vraiment pas là-dedans un défenseur excellent. C'est un gars qu'on disait qu'il avait peut-être un potentiel, mais c'est pas un potentiel assuré. Fait que c'est la raison pour laquelle Dylan DeMalo n'est pas resté avec l'organisation. Il s'est peut-être pas développé comme on souhaitait avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis en même temps, les Sénateurs d'Ottawa ont quand même beaucoup de prospects intéressants. Il a bouché le trou pour la première année. On avait besoin d'un gars qui allait jouer à la place, pas nécessairement à la place dans le sens première paire, mais à la place qui allait prendre un spot régulier dans l'organisation à la place de Karlsson. On a réussi à l'avoir avec Dylan DeMalo, mais Dylan DeMalo, c'était comme... Il aurait pu être un régulier avec les Sénateurs, mais il n'a peut-être pas fait ses preuves comme on l'aurait souhaité. Chris Turney, c'est un joueur de centre âgé de 26 ans. Sa première année avec les Sénateurs, il a joué 81 matchs, 9 buts, 39 passes, 48 points. C'est quand même pas mauvais pour un jeune homme de 25 ans. Par la suite, en 2019-2020, 71 matchs, 11 buts, 26 passes, 37 points. Baisse de régime. Un peu décevant concernant Chris Turney. Je ne crois pas que les Sénateurs vont abandonner tout de suite sur Chris Turney. C'est quand même un joueur de centre qui pourrait être intéressant. Il n'est pas tellement vieux. Sauf que là, actuellement, Chris Turney, il est agent libre avec restriction. Donc, c'est un gars qu'on doit signer. Et je crois que les Sénateurs vont chercher à le signer puis le garder. Peut-être pas nécessairement 7-8 ans, mais quand même, je pense qu'il peut encore jouer un rôle qui est un rôle important. On ne sait pas exactement comment il va se développer. C'est un joueur de centre surtout à caractère offensif, mais encore là, on peut toujours développer le style de jeu défensif. Fait que c'est un gars qui a rendu des fiers services à l'organisation jusqu'à date. Et c'est un gars qui, je crois bien, on va garder dans l'organisation pour quelques années. Ça sera assurément pas une superstar, par contre. Je penserais pas. Je peux toujours me tromper. Les Sénateurs développent très bien leurs joueurs, ça se pourrait. Mais je penserais pas que ça va être une superstar dans l'organisation. Par la suite, on a Rudolf Balker. Rudolf Balker est agent libre avec restriction lui aussi. Bon, c'est un gars qui a joué l'année passée une bonne partie de la saison dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, il y avait quand même un total de 33 matchs, 16 buts, 20 passes, 36 points. Donc, plus qu'un point par match. Dans la Ligue nationale, il a joué un total de 15 matchs avec 1 but, 2 passes, 3 points. C'est pas excellent, mais quand même. C'est un joueur qui est un joueur surtout à caractère offensif. Un ailier gauche qui est surtout à caractère offensif. À 23 ans, c'est un gars qui peut encore se développer. Puis honnêtement, en 36 points en 33 matchs dans la Ligue américaine, je pense que c'est un gars qui a un bon potentiel quand même. Je sais pas exactement quel genre de joueur qui va être dans la Ligue nationale, mais c'est un joueur qui peut probablement être un régulier dans la Ligue nationale. Advenant qu'il ne se développe pas à ce moment-là, ça serait peut-être un peu triste, mais encore là,
là, il y a d'autres choses qui viennent dans la transaction qui fait que les sénateurs ne seront peut-être pas en reste. Donc là, pour l'instant, on a un gars qui a peut-être pas fait les preuves qu'on voulait, il joue plus pour les sénateurs. On a un gars qui, d'après moi, les sénateurs vont re-signer, qui a montré des choses intéressantes, mais qui ne s'établit pas nécessairement comme étant un joueur d'impact dans l'organisation. À 26 ans, il rentre dans son prime. Là. Donc, tu sais, on devrait voir ses meilleures années dans les 2/3 prochaines années. Rudolph Balker, à 23 ans, c'est un gars qui peut encore se développer. Il a un bel instinct offensif. À Belleville, ça allait bien. Okay? L'organisation de Belleville a été solide dans la Ligue américaine l'année passée. Donc, Rudolph Balker en faisait partie. Il faisait partie du corps de cette organisation-là. Puis on l'a vu souvent, c'est quand les gars évoluent ensemble dans la Ligue américaine vers la Ligue nationale, ça fait une meilleure cohésion pour l'organisation une fois dans la Ligue nationale parce qu'ils se connaissent déjà. Et Rudolph Balker en fait partie. Il en fait partie avec lui. Joshua Norris. Et c'est là où je vais m'arrêter un peu. Joshua Norris, c'est le gros nom qu'on a dans cette transaction-là. Puisque Joshua Norris, c'était, si je ne me trompe pas, un choix de première ronde des Sharks de San Jose. C'est un joueur de centre âgé de 21 ans. Puis lui, il est signé jusqu'en 2021-22. Dans la Ligue américaine l'année passée, 56 matchs, 31 buts, 30 passes, 61 points. Joshua Norris, c'est un gars qui est vu comme ayant un fort potentiel offensif. C'est un gars qui devrait théoriquement jouer dans la Ligue nationale sur une base régulière, peut-être même dans ton top 6. Alors, ce qu'on voit en lui en ce moment, c'est un centre top 6, mais pour l'instant, il est encore peut-être un peu jeune, il y a peut-être encore des choses qu'il doit prouver, mais c'est un gars qui peut jouer un rôle très important dans l'organisation et ce, à moyen long terme. Alors Joshua Norris, assurément, ça a été une pièce qui a été une pièce des plus importantes dans cette transaction-là, parce qu'on a le problème que les sénateurs, je vous l'ai mentionné, mais dans les comme 3 ou 4 dernières années, ils ont perdu quand même Carl Turris, puis ils ont perdu Matt Schein, qui étaient des défenseurs, qui étaient des joueurs de centre, excusez-moi, qui étaient des joueurs de centre solides. Donc, ils ont perdu dans les transactions, mais donc, ils ont perdu cet aspect-là au centre, qui est un aspect quand même assez solide qu'il y avait, quoique on peut toujours en discuter là, si jamais vous avez suivi Carl Turris, Matt Duchene, des fois il y avait des faiblesses pas très intéressantes, mettons, peut-être pas trop de responsabilités défensives. Bon, on pourrait en discuter, mais dans les faits, c'est que c'est des spots quand même de joueurs de centre là, qui étaient dans le top 6, ces deux gars-là. Fait que bref, il y a certaines faiblesses à l'attaque qui vont être contrebalancées par des jeunes et Joshua Norris en est un. Il fait partie de ceux qui vont contrebalancer dans le top 6 s'il se développe bien. Bien entendu, on ne sait jamais comment ça va se développer. Alors, c'est un joueur qu'on voit comme étant un futur top 6 dans l'organisation. Fait que si on considère que Rudolph Balker pourrait être un futur top 6 aussi à l'aile gauche, sinon peut-être les 3 premières lignes, mais c'est un gars qui a un bel instinct offensif. Si on considère que Joshua Norris peut être un top 6, si on considère que Chris Turney va peut-être être, tout dépendamment comment il va se développer l'année prochaine, mais tu sais, va peut-être être un joueur de 2, 3, 4e. Je pense pas que ça va être un joueur de centre de première ligne. On a quand même 3 gars ici qui vont être des gars réguliers, dont un qui peut être un joueur d'impact, peut-être même 2 qui peuvent être des joueurs d'impact dans l'organisation. Alors là, dans cette transaction-là, on avait également un gars qui s'appelait Jamison Reese. Jamison Reese a été échangé... Non, c'est pas lui qui a été échangé. Jamison Reese, c'est pas lui qui a été échangé. En fait, c'est son choix. Son choix au repêchage. Donc, la position de choix au repêchage a été transigée avec les Hurricanes de la Caroline parce qu'il a été vraiment repêché par les Hurricanes de la Caroline. Cette transaction-là a permis aux sénateurs d'Ottawa d'obtenir le choix de deuxième ronde des Hurricanes de la Caroline. Et avec ce choix-là, ils ont repêché un gars qui s'appelle Mad Sogar. Mad Sogar, c'est un gardien de but âgé de 19 ans qui évolue actuellement dans la Ligue de hockey de l'Ouest au niveau junior. C'est un géant. Matt Sogar mesure 6 pieds 7, il pèse 200 livres. C'est un gars qui, selon les scouts de l'Ouest, c'est un gars qui couvre très bien ses angles dans le bas. Il a une bonne technique au niveau de ses pads et que grâce à sa corpulence, il réussit à bien couvrir le haut du filet. Fait que c'est un gardien de but qu'on voit comme étant éventuellement, potentiellement même un partant LNH. Parce qu'au niveau de la stature, il l'a. Et là où on avait un gros point d'interrogation concernant Matt Sogar, c'était la constance. Parce que c'est un gardien de but qui était inconstant dans ses performances. Il y avait des fois des très bonnes performances, après ça, très faibles performances, très bonnes, très faibles. Fait qu'on ne savait pas vraiment quoi s'attendre au niveau de la régularité dans son jeu. Et puis là, il semblerait qu'en fin de saison, à partir de, je pense, c'était janvier, Matt Sogar est devenu régulier. Donc, de janvier jusqu'à temps que la saison arrête, là, je ne sais pas exactement quand, il avait maintenu une efficacité de 937. Fait
Matt Sogar, dans toutes les saisons qu'il a joué, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il a joué 2 saisons dans la Ligue de l'Ouest, 74 matchs, 2,58, 915. Mais comme je vous dis, dans le dernier stretch qu'il a joué dans la Ligue de l'Ouest, vers la fin de la dernière saison, il y avait 937 d'efficacité. Le gars a une très grosse corpulence. Si sa technique elle est bonne, c'est un gars qui pourrait aisément devenir un gardien régulier dans la Ligue nationale. Fait que là, si on regarde de manière générale, les Sénateurs d'Ottawa, lorsqu'ils ont fait la transaction, sur le moment même, ils ont obtenu un gars qui allait dépanner en attendant dans la Ligue nationale pour remplacer le trou régulier que faisait Erik Karlsson en Dylan DiMaio. Ils ont obtenu un joueur de centre qui venait boucher un manque que les Sénateurs avaient en Chris Turney. Ils ont été avec un long shot pour Randolph Walker et pour Joshua Norris. Joshua Norris, quand même, un choix de première ronde, donc c'est un gars qui a un potentiel très fort. C'est quand même pas un 2 de pique. Et par la suite, ils ont repêché Matt Sogar. Puis les Sénateurs, c'est une organisation qui généralement réussissent à bien développer quand même leur potentiel. Ceux qui ont un bon potentiel réussissent généralement à bien les développer. Fait que j'ai quand même confiance. J'ai confiance au fait que cette organisation-là a réussi à obtenir des joueurs qui vont être des joueurs d'impact dans l'organisation. Il serait possible d'avoir un Matt Sogar sur une base régulière avec les Sénateurs, Joshua Norris à long terme, à long terme j'entends là, Matt Sogar à long terme, Joshua Norris à long terme, Rudolph Walker à long terme, peut-être Chris Turney à long terme. Donc, ils ont réussi quand même à aller chercher plusieurs joueurs. Il n'y en a pas un là-dedans, je pense, qui va devenir une superstar, quoique peut-être pour Joshua Norris, on ne sait pas exactement, mais si, mettons, Joshua Norris ne devient pas une superstar, ils ont quand même réussi à aller chercher 3 jeunes qui vont faire partie de la reconstruction de l'organisation. Cette organisation-là, s'ils gardent leurs gars dans la Ligue américaine pendant un petit bout de temps, ils vont grandir ensemble vraiment du début à la fin. Fait que je pense que le move, de manière générale, est un move qui a fait vraiment du bien aux Sénateurs d'Ottawa. À long terme. À court terme, non, parce qu'à court terme, tu avais Dylan DiMaio et Chris Turney qui s'ajoutaient à l'organisation. C'était quand même pas la mer à boire, versus Erik Karlsson qui était quand même un défenseur tout étoile dans l'organisation. Mais à long terme, c'est ça, c'est que les Sénateurs anyways n'auraient pas signé Erik Karlsson. Eugene Melnyk ne veut pas payer 11 500 000 un joueur. Fait que tu sais, Erik Karlsson a réussi à obtenir le contrat qu'il voulait avec les Sharks de San Jose. Les Sharks de San Jose ont un joueur qui va prendre la relève de Brett Burns quand il va partir ou quand il va prendre sa retraite. Fait que tu sais, ils ont gagné là-dedans, sauf que on s'attendait pas à voir les Sharks de San Jose aussi peu performants. On s'attendait pas à ce que ça soit un flop au niveau de la cohésion d'équipe. On s'attendait pas à ce que l'organisation finisse aussi bas dans le classement la deuxième année. Donc tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas prévoir d'avance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Sharks de San Jose ont le défenseur le plus dispendieux de la LNH qui joue sur leur deuxième paire puis signé jusqu'en 2027. Ça fait cher. Mais il fait des points. Il fait des points. Versus les Sénateurs d'Ottawa, ben, probablement qu'ils ne pourront pas garder tout ce beau monde-là, mais ils ont quand même plusieurs potentiels très intéressants. Fait que bref, la transaction 2 ans plus tard, elle prend quand même beaucoup de sens. C'est sûr qu'au moment où la transaction avait été faite, tu avais des choix qui étaient des choix conditionnels, tu avais des points d'interrogation, savoir comment les gars vont se développer, tu le sais pas. Fait que là, les choses deviennent de plus en plus claires, et de plus en plus claires, on se dit que ben, finalement, c'est une transaction qui va faire du bien. Peut-être pas au niveau de la vente, de la promotion de l'équipe, parce qu'Erik Karlsson, c'est quand même une sommité là, pour Ottawa, mais ils ont une équipe qui va être plus balancée avec les différents joueurs qu'ils ont là. Puis si un gars comme Joshua Norris se développe bien, ben ça va être un gars qui va faire partie du corps de l'organisation, qui va faire partie des bons du corps de l'organisation. Puis Matt Sogar, ben moi je suis curieux de voir comment ça va aller dans le cas de Matt Sogar. Puis Buckler, ben très offensif. Alors bref, c'est une transaction qui à long terme va faire du bien aux Sénateurs d'Ottawa dans l'optique qu'ils voulaient, c'est-à-dire une optique de reconstruction. Et la reconstruction ne prendra pas 10 ans, c'est une reconstruction qui va se faire rapidement. Ils ont déjà une bonne base de jeunes, puis en plus de ça, ils ont été chercher des gars qui n'étaient pas nécessairement trop jeunes, donc qui peuvent faire le saut dans la LNH. Probablement que l'année prochaine, on va voir Joshua Norris puis Buckler sur une base régulière dans la Ligue nationale. Je dis bien probablement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais probablement. Probablement que Matt Sogar va aller faire une couple d'années avec Belleville. Mais de manière générale, je pense que les Sénateurs d'Ottawa ont quand même réussi à obtenir quelque chose de très bon dans cette transaction-là pour un joueur que de toute manière, il savait qu'il n'allait pas signer. Puis les Sénateurs, Eugene Melnyk n'aurait jamais accepté de payer un défenseur 11 500 000. J'en suis plus que convaincu. Fait que, bref, c'est ce qui m'amène au point que c'est une transaction qui, 2 ans plus tard, a beaucoup de sens pour les Sénateurs d'Ottawa. Puis je pense qu'on a encore des belles choses à découvrir concernant ça. D'ailleurs, il y a des choix qui n'ont toujours pas été faits. Le choix de première ronde, 3e au total cette année, ça va être un bon joueur aussi. Fait qu'honnêtement, pour les fans des Sénateurs,
The future is bright, guys. Et ça, c'est une des raisons pourquoi le futur est reluisant pour vous. Alors franchement, good job, guys. C'est plate parce qu'on a perdu tout un joueur en Carlson, mais quand même. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Donnez-moi votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez de cette transaction-là? Est-ce que pour vous, ça a été une grosse perte, une grosse victoire? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on l'aime. Si vous avez vraiment aimé, on partage pour jaser de hockey avec le plus de monde possible. Vous pouvez me suivre sur YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, toujours sous le nom de HockeyFan514 ou hashtag HF514. Merci du temps que vous avez dédié à ma vidéo. Ça me touche beaucoup. Activez la petite cloche si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Alright, on se revoit bientôt.